On se pose une question, eh bien, les terres rares sont-elles le nouvel enjeu de la guerre et notamment de la guerre en Ukraine? Regardez cette carte justement où vous allez voir où se situent les métaux rares en Ukraine. On voit bien où se trouvent eh bien, les réserves de métaux stratégiques, du lithium, du titane ou encore du rubidium. Alors vous ne connaissez peut-être pas forcément tous leurs noms et pourtant eh bien, leur utilité est cruciale. On s'en sert pour des objets électroniques, numériques, des téléphones portables, des disques durs, des écrans, des voitures électriques, des turbines, mais aussi eh bien, pour la fabrication d'armes. Alors, ce sont le meilleur atout du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump avait proposé justement d'investir dans cette terre rare et de monnayer eh bien, la protection américaine de l'Ukraine. Eh bien, hier, à la conférence de la sécurité de Munich, eh bien, Volodymyr Zelensky a refusé cet accord. Écoutez. Je n'ai pas autorisé les ministres à signer l'accord car il n'est pas prêt. À mon avis, il ne nous protège pas. Il n'est pas prêt à nous protéger, à protéger nos intérêts. Pour moi, il est très important de parler des investissements en Ukraine et des investissements en particulier. Et cela doit être écrit correctement juridiquement et c'est un investissement. Il faut dire que Donald Trump voulait 500 milliards pour ces terres rares. Alors combien valent-elles et quelle est l'importance stratégique eh bien, de mettre la main justement sur ces terres rares? On va en débattre avec vous, Brigitte Hadès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour la revue Politique Internationale. Avec vous, Michel Derzanski, merci d'être avec nous. Enseignant à l'ESJ Lille, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Et toujours Maxime Yeddo autour de la table et Lucas Manget. Alors justement, on va d'abord revenir sur ce deal qu'avait proposé Donald Trump. Justement, Brigitte Hadès, quel était finalement le pacte, le marché proposé par le président américain? Mais il faut d'abord voir pourquoi Zelensky a tout d'un coup parlé des terres rares, parce qu'il s'est dit que c'est le moyen de faire revenir Trump vers l'Ukraine et s'intéresser à l'Ukraine. C'est un personnage qui ne raisonne qu'en businessman, et donc c'était parfait de le réattirer avec ça. Deuxièmement, Zelensky, ce qu'il veut, c'est la sécurité de son pays. Donc, il ne va pas lui donner un des atouts qu'il a contre quelque chose qui n'est pas clair. Et il veut demander, il a toujours demandé que s'il doit faire un deal, une paix ou une trêve en tout cas avec la Russie, il faut qu'il y ait des troupes au sol. Et donc, ce qu'il demande, c'est qu'il y ait une sécurité, soi-disant une sécurité pour les entreprises en joint venture qui ferait avec les États-Unis sur des terrains, mais c'est en fait la sécurité du pays qui veut donc la présence des troupes américaines. Mais à mon avis, il ne les aura pas, les troupes américaines, mais il aura les troupes européennes. Ce qui va nous permettre, moi je vois ça comme ça va permettre aux Européens de revenir avec leur importance, et on a vraiment des grands atouts parce que on a des troupes très militaires, des armées excellentes. Justement, avant d'aller justement sur le plan de sécurité, restons encore un instant sur ces terres rares. Oui. Donald Trump, Lucas Manget, proposait 500 milliards. Ça vaut ça, des terres rares aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien en fait à quel point c'est l'enjeu finalement géostratégique de demain. Ça vaut largement plus que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que Zelensky freine des cas de fer, parce qu'il sait que ces terres rares, c'est un investissement pour les 50 prochaines années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute l'industrie de l'automobile, de l'intelligence artificielle, de la téléphonie, en gros, toute l'électronique, il y a un besoin absolument gigantesque de ces terres rares. Il faut bien voir que on en parle depuis quelques mois de manière accentuée, mais en fait, les gens qui travaillent sur ce sujet savent pertinemment depuis longtemps à quel point on a besoin de ces terres rares. C'est un enjeu stratégique. Il y aura d'ici 2040, la consommation de ce qu'on appelle de terres rares, donc de minerais précieux, va tripler. C'est pas pour rien, je vous donne juste un exemple. Cette semaine, en France, un peu discrètement, Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie, était à Orléans. Pourquoi Orléans? C'est le siège du BRGM, le Bureau de la Recherche Géologique et Minière. Qu'est-ce qu'il lance? Un état des lieux des terres rares en France. C'est-à-dire, on va déployer des avions, des hélicoptères, faire des forages, voir où on en est. Ça n'a pas été fait depuis les années 70. C'est-à-dire qu'en France aussi, nous avons des terres rares. Dès qu'il y a des mines, il y a des terres rares et des métaux précieux. Parce que on ne va pas rentrer dans des détails scientifiques, mais
un certain nombre de ces métaux précieux sont extraits d'autres métaux. C'est-à-dire que on va chercher du cuivre, et puis dans ce cuivre, on va extraire une autre partie un autre métal, du lithium, du tantal, du césium, du germanium. Il y a 5 zones en France qui vont être étudiées très précisément. Je vous les donne: le Massif central, les Vosges, le Morvan, les Pyrénées et la Guyane. On lance un gigantesque plan pour l'année, là. Ça avait été annoncé par le président de la République il y a 6 mois. Et là, le ministre lance le BRGM sur une exploration de l'intégralité de ces métaux. Juste un autre chiffre, un dernier. On est passé des années 70 à aujourd'hui de 22 métaux précieux, terres rares, à 55. C'est-à-dire qu'en fait, on en découvre encore. On découvre qu'il y a des besoins. Un téléphone, comme ceux qu'on a tous dans la poche, c'est du coltan. Il y a besoin de coltan pour faire un téléphone portable. Apple, Samsung sont des immenses consommateurs de coltan. Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo? Le Rwanda qui a envahi une partie du Congo, c'est pour mettre la main sur des mines de coltan qui sont une ressource absolument gigantesque financière. Je reviens à l'Ukraine. 500 milliards, votre question, Paola, c'est très peu par rapport aux besoins qu'ont les Américains. Il faut savoir que c'est une guerre commerciale avec la Chine. La Chine a une avance considérable. Alors justement, on va regarder une carte. Voilà. On va regarder une carte justement pour voir les rapports de force, si je puis dire, puisque finalement ces terres rares, elles n'ont de rare un peu que le nom. Regardez, on voit donc 19 milliards, je crois, de tonnes. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la mesure de cette carte, pardonnez-moi, mais en tout cas... 110 millions. 110 millions de tonnes. Donc 19 millions aux États-Unis, 15 millions au Groenland. Comme on se demande pourquoi Donald Trump lorgne sur ce territoire. Russie, 10 millions et la Chine, 44 millions. C'est-à-dire, Michel Darzansky, en fait, qu'il y a un monopole en fait, chinois sur les terres rares. C'est qu'ils ont une spécificité, les Chinois, c'est ce que disait Lucas tout à l'heure. Ils ont une avance. Eux, ils sont déjà sur l'extraction, transformation et mise en place dans tous les systèmes électroniques. Alors que dans les autres pays, on fait ou extraction, et puis après, on n'est pas encore sur la transformation directe. Les Chinois, ils font transformation directe, extraction, transformation directe, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est intéressant aussi, et ce qui n'est pas signalé sur votre carte, c'est que la Russie en a 7 millions, et que l'Ukraine en a moins. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, Donald Trump, il va chercher chez les Ukrainiens ce qu'il pourrait trouver aussi chez les Russes. Donc le deal, je ne sais pas, est-ce que ça va être uniquement sur les terres rares ou est-ce que c'est, je dirais, une façon, je dirais, détournée d'arriver à un compromis avec l'Ukraine. Parce que là, ça ne va pas simplement être le fait de mettre la main sur les terres rares. Il faut les extraire, il faut les transformer et il faut après les adapter à tous les systèmes électroniques qui ont été mis là. Or, aujourd'hui, les Américains, ils n'ont pas cette technologie. Les seuls à faire toute la chaîne, c'est les Chinois. Ce sont les Chinois. Donc, il reste un acteur principal pour peut-être Zelensky, c'est de mettre en jeu la Chine face... C'est-à-dire qu'il se vend finalement aux plus offrants, même aux Européens, par exemple. Investissez, c'était ça aussi qu'il disait finalement. Il a une assurance vie, là, Volodymyr Zelensky, et il cherche à savoir qui va exploiter cette terre-là pour avoir un nouveau bouclier, si je puis dire. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est un pays de mines, et notamment, ça ne vous a pas échappé, le Donbass, toute cette partie qui a été... pourquoi est-ce que la Russie combat à ce point et essaye de faire main basse en détruisant l'intégralité quasiment du Donbass? C'est pour faire la main basse sur les mines. Mais il va y avoir un enjeu européen et il est déjà en cours. C'est-à-dire que dans les négociations qu'il y a, si l'Europe réussit à trouver une place dans ces négociations, et c'est peut-être l'un des enjeux du sommet en urgence de demain, qui est de se mettre d'accord sur une capacité de négocier avec l'Ukraine directement pour que l'Europe soit une sorte de garant de l'extraction d'une partie des terres rares en Ukraine et, comme vous le disiez, de la transformation. Parce que pour l'instant, on a un retard considérable dans la transformation de ces métaux précieux. Trump sait que en investissant massivement, il pourra essayer de rattraper la Chine. Pour l'instant, l'Europe en est très loin. Mais c'est un enjeu de négociation crucial sur lequel Zelensky, une fois de plus, prouve une capacité de résilience extraordinaire. C'est-à-dire que on parlait pas de ces terres rares au début de l'invasion russe de l'Ukraine. Mais les Russes, eux, savaient déjà ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient parfaitement le réseau de mines ukrainiennes. L'Europe s'y penche tardivement, mais ça va être un enjeu absolument crucial aussi pour la croissance économique de l'Europe. En tout cas, on peut dire que Volodymyr Zelensky a trouvé la bonne façon finalement de parler à Donald Trump en tant qu'investisseur immobilier, si je puis dire, Brigitte. Absolument. Et alors, je tiens à aussi dire qu'en fait, il y a aussi des terres rares en Iran.
Et Musk a été rencontrer à New York les gouvernants iraniens en secret juste après l'investiture. Parce qu'après, ils ont démenti les Iraniens. Mais en fait, je pense que on l'a entendu, en tout cas, on l'a lu dans la presse. Et donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de terres rares en Iran. Et que Musk a énormément besoin de ça pour ses batteries, là, parce qu'il a maintenant toute une grande usine en Allemagne. Donc ça, c'est un petit détail, mais important. Donc moi, je pense que Zelensky a été très malin de faire ça. Il fait monter les enchères. Mais de toute façon, comme je dis, c'est un moyen pour l'Europe, c'est la bonne nouvelle, de réintégrer la discussion, parce que ça va être eux qui vont être mis. Et on a vraiment une grande puissance au sein de l'OTAN avec l'interopérabilité des troupes européennes. Et on va être les garanteurs de la trêve qui aura lieu entre la Russie et l'Ukraine. Et ce qui est important, c'est que la Russie n'a pas tellement besoin de terres rares. Parce qu'elle n'a pas vraiment besoin, ça ne l'intéresse pas, parce qu'elle ne développe pas, elle n'a pas d'industrie de tout ça, vraiment. Oui, enfin, elle en aura sûrement besoin. Le fait que la Russie cherche à faire main basse sur les mines du Donbass, c'est pas uniquement pour la géographie, c'est aussi pour les mines. Oui, mais je ne sais pas si on s'obsède sur les terres rares, mais je pense qu'il y a des chances pour que les terres rares, on en trouve ailleurs. Parce qu'il y en a partout. On en découvre pour l'instant, on est sûr qu'il y en a en Ukraine. tous les jours. C'est ça. En tout cas, c'est intéressant. Oui. Alors, on va y venir justement au Groenland dans un tout petit moment, justement, parce qu'on sera en ligne, justement, avec Mika Mered, spécialiste du Groenland. Mais juste un mot, Maxime, quand même. C'est intéressant de voir, effectivement, comme la guerre, aujourd'hui, se joue à multiples niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la guerre dans les tranchées, il y a la guerre informationnelle, et il y a cette guerre aussi économique, stratégique, qui se joue en parallèle. Bien sûr, et il ne faut jamais oublier que c'est, on va dire, l'idée de proposer d'amener les terres rares sur le terrain de la négociation, c'était justement le plan de Zelensky. Il y a déjà quelques mois, il devait avoir, au moment de l'élection de Donald Trump, déjà une rencontre entre l'administration ukrainienne et l'administration américaine au moment de Joe Biden. Ça ne s'est pas fait, et en attendant justement le fait que Donald Trump arrive au pouvoir, précisément parce que on savait, et du côté ukrainien d'un côté et du côté américain, que ce serait Donald Trump qui en ferait véritablement un point de puissance d'un deal économique. Et on voit aujourd'hui, avec les différentes déclarations en effet de Zelensky, etc., que c'est ce qui est en train de se passer, évidemment. Alors justement, nous sommes en ligne avec Mika Blujon-Mered. Bonjour Mika Mered, vous êtes spécialiste du Groenland, chargé d'enseignement en géopolitique des Outre-mer à Sciences Po. Vous avez signé une tribune au journal Le Monde. Au Groenland, le consensus fragile sur l'Arctique est pulvérisé au profit d'un discours suprémaciste. Je précise que le Groenland, c'est l'une des terres rares, l'une des régions encore inexploitées où on trouve du fer, du nickel, de l'or, mais aussi des métaux rares. C'est pour ça qu'on vous a invité à participer à cette émission. Justement, c'est ça, cet objet de convoitise de Donald Trump ? C'est effectivement l'un des objets de convoitise. Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, le sujet du Groenland, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les terres rares, qui sont 17 métaux bien spécifiques de la famille de l'anthanide, et de l'autre côté, les métaux critiques, qui regroupent une famille beaucoup plus large. Et le gouvernement américain, en 2022, avait identifié 50 métaux critiques pour son industrie, pour son économie, notamment l'industrie de défense, l'industrie de l'IA, l'industrie des hautes technologies, etc., mais aussi la transition énergétique. Et dans ce contexte-là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Groenland, c'est un territoire effectivement qui est plutôt vierge et qui regorgerait de 43 des 50 matériaux critiques dans leur ensemble que les États-Unis convoitent, ou en tout cas dont ils ont besoin. Et parmi ces 43 matériaux critiques, il y a 15 des 17 terres rares dont on se parle ici. Alors, vous avez parlé justement de l'industrie de la défense, de ces terres rares donc, qui sont nécessaires pour fabriquer des armes. Aujourd'hui, les États-Unis, s'ils veulent fabriquer de l'armement, ils ne peuvent pas faire sans la Chine. C'est ça l'enjeu, c'est-à-dire avoir une souveraineté de défense ? En fait, quand vous voulez produire pour votre industrie de défense ou pour de l'IA ou pour des supercalculateurs, tout ce que vous voulez qui va toucher aux hautes technologies de l'information, de la communication, de la défense ou de la transition énergétique en règle générale, vous allez avoir besoin effectivement en grande partie de ces fameuses terres rares, donc de ces 17 métaux. Et en réalité, le problème qui se pose à l'échelle mondiale, c'est pas de trouver des terres rares. Le problème qui se pose, c'est de trouver des terres rares de manière suffisamment concentrée pour que ce soit commercialement exploitable. Et c'est là que les deux principaux dépôts du sud du Groenland, Kvanefjeld d'un côté et Tanbris de l'autre, ont effectivement une forme d'intérêt. On se parle dans les deux cas à maxima. Je vous donne ici les estimations à maxima, qui restent évidemment à affiner d'un point de vue commercial. On se parle de plus de 40 millions de tonnes de terres rares sur ces deux dépôts uniquement. On sait aussi qu'il y a d'autres dépôts de terres rares au-delà sur d'autres parties du territoire du Groenland. Mais le problème qui va se poser, il va venir en deuxième phase. C'est-à-dire que pour exploiter ces terres rares,
si jamais vous avez un dépôt où il y a suffisamment de concentration, eh bien, il va falloir les séparer dans un premier temps. Et deuxièmement, une fois que vous avez séparé les terres rares du reste des métaux et des matériaux que vous avez excavés du sol, et il va falloir à ce moment-là les raffiner, c'est-à-dire séparer les différentes terres rares, les 17 métaux que j'évoquais, les uns des autres. Parce que vous n'allez pas tout garder. Ce qui est intéressant pour toutes ces industries-là aujourd'hui, c'est le néodyme, c'est le praséodyme, essentiellement pour faire notamment des aimants permanents ou des matériaux semi-conducteurs, mais vous allez en avoir besoin d'autres également parmi ces terres rares en fonction de vos différents usages, selon que vous vouliez faire des têtes de missiles, des radars ou d'autres choses comme ça. Donc fondamentalement, ce que le Groenland apporterait, bien sûr, et que l'Ukraine n'apporterait peut-être pas, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui en Ukraine, si effectivement les dépôts de terres rares dont le président Zelensky parle sont commercialement exploitables, eh bien fondamentalement c'est cette possibilité de pouvoir répondre directement par les terres rares groenlandaises aux besoins du marché de l'industrie américaine, effectivement. Merci à Mika Menrad pour ces précisions et ces nouveaux mots de vocabulaire qu'on apprend avec vous et ces guerres de demain qui s'annoncent justement sur le plan de l'intelligence artificielle, de la défense. Merci infiniment et on espère vous réinviter bientôt sur ce plateau. Alors avant de lancer les grandes opérations raffinage, il s'agit aussi justement de conquérir par la force ou par la monnaie ces territoires. Est-ce que vous pensez que justement Donald Trump a cette vision impérialiste de mettre main basse sur toutes les terres qui l'intéressent? Alors, Trump, il procède par effet d'annonce. Mais en fait, ce qui est complètement incroyable, c'est que les Américains sont là depuis 1941 au Groenland. Ils ont non seulement des bases, ils sont arrivés avec Roosevelt, parce que Roosevelt voulait protéger cette région importante stratégiquement, parce que n'oubliez pas que la Chine c'est le moyen le plus facile d'atteindre les États-Unis, c'est par le Groenland. Donc c'était toujours très stratégique. En 1941, il a envahi, alors qu'ils étaient pas encore en guerre avec l'Europe. Ils étaient déjà au Groenland et en Islande. Et c'était à l'époque, le Danemark était déjà aussi envahi par l'Allemagne. Ben ça, c'est un détail, mais c'est important. Donc, les Américains sont là. Ils n'ont jamais bougé. Ils sont là depuis des années. Il y a NORAD, c'est-à-dire le North American Defense, qui est là et qui est très puissante là. Il y a des troupes au sol, etc. Donc, c'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a deux problèmes. Premièrement, c'est d'extraire. Ça va être très difficile d'extraire ces métaux parce que c'est très hostile. Et c'est pas parce que le changement climatique est là qu'il n'y aura pas des gros problèmes pour extraire. Parce que après, il y aura des problèmes d'inondation l'été, il y aura plein de choses. C'est pas comme si... Ça va être un ravage écologique, quoi, on peut le dire. Et puis c'est difficile, parce qu'en plus, pour séparer les métaux, il faut beaucoup de chimie, c'est terrible. Mais non seulement ça, mais même ça ne va pas être pratique. Mais en tout cas, même si on le fait, ce sera plutôt un joint venture économique avec le Groenland tel qu'il sera. C'est-à-dire, espérons peut-être qu'il va y avoir un référendum dans quelques mois, parce que le Premier ministre Groenland qui existe, même s'ils sont encore attachés un peu avec le Danemark, qui souhaite d'ailleurs pas se débarrasser, mais se défaire un peu du Groenland. Et donc, ça va devenir un État semi-autonome. C'est déjà semi-autonome, mais ça va devenir autonome. Et donc, je pense qu'il y aura des joint ventures entre le Groenland et les États-Unis sur toutes ces choses-là, que les États-Unis vont financer. On en revient. Mais ça avez une vision un peu optimiste des choses, parce que pour l'instant, c'est pas ce qu'annonce Donald Trump. Est-ce que ce sera rentable? Mais Donald Trump, il annonce des choses. Il les fait. Non, mais c'est là où je suis pas du tout d'accord. Pardon, mais Donald Trump, non seulement, et c'est pas que des effets d'annonce. Donald Trump annonce faire main basse sur le Groenland. Mais c'est déjà non, le cas. C'est pas la même chose. Bien sûr que la présence américaine au Groenland est extrêmement importante militairement et économiquement depuis longtemps, mais c'est pas la même chose d'être présent et d'annoncer, puis de dire ce pays va nous appartenir. Il l'avait. Souvenez-vous. La fin du premier mandat de Trump, il l'annonçait déjà. Il avait fait une sorte d'opération immobilière sur le Groenland en disant « ça s'achète, ces terres-là, ça s'achète ». Il recommence là, sauf que là, il est au début de son mandat. Et donc, la volonté américaine de faire main basse sur les terres rares du Groenland, c'est à la fois un enjeu stratégique, un enjeu économique, mais je ne pense pas que Donald Trump ait l'idée de faire des joint ventures avec les Groenlandais. Pour l'instant, ce qu'il dit, c'est à nous. Oui, mais il va falloir qu'il le paye, et il paye très peu là pour l'instant. Il a proposé une somme ridicule. Enfin, oui, et donc il va pas attaquer le Groenland avec des troupes américaines. Elles sont déjà là-bas. Justement, c'est ce que je disais, ils sont déjà là-bas. Mais je pense que ce sera beaucoup plus quelque chose de... Et alors, là, moi, ce qui m'intéresse de vous mentionner, je pense que monsieur va être d'accord aussi, c'est ça va être très coûteux. Est-ce que ça va être rentable ?
Est-ce que ça va être rentable? La rentabilité des terres rares, c'est des investissements gigantesques, mais que les Américains ont les moyens de faire, puisque c'est des rentabilités à 15 ans. C'est-à-dire que quand on ouvre une mine pour aller chercher des terres rares, c'est des investissements massifs, mais qui vont être de plus en plus rentables à 10 à 15 ans. Donc aujourd'hui, la Chine et les États-Unis ont les moyens de faire ces investissements. Mais c'est certainement qu'ils les ont. Mais est-ce que ça va être rentable? Ils raisonnent aussi en termes de rentabilité. Alors, en tout cas, ça signe quand même une vision assez capitaliste du monde, justement, où on bafoue les frontières et on joue un peu comme au Monopoly, par exemple, en disant ça, tiens, il y a des terres rares, je rachète, et ça, je rachète aussi.